On va évoquer l'affaire Nahel. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, très précisément. La France s'embrasait après la mort de Nahel lors d'un refus d'obtempérer. On va en parler, on va échanger ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution? Oui ou non? Je pense que dans ma question, j'ai déjà la réponse, évidemment. Je vois Yohann Usaï sourire, mais oui, c'est sans doute, c'est malheureusement vrai. Mais on va prendre la direction de Nanterre, où un rassemblement est organisé depuis carrément 1 heure. On va retrouver l'une de nos équipes sur place afin de savoir s'il y a une forte mobilisation 2 ans après. Eh bien Thierry, une petite centaine de personnes s'est rassemblée cet après-midi, place Nelson Mandela, à quelques mètres du lieu où Nahel a perdu la vie en 2023. Pour le moment, le rassemblement se termine par un moment de prière, de recueillement organisé et voulu par la mère de Nahel. Des imams sont présents actuellement. Vous pouvez le voir sur les images de mon caméraman. Lors de ce rassemblement, il y a eu plusieurs prises de parole, notamment d'élus locaux, le député de la Seine-Saint-Denis, la députée de la circonscription de Nanterre. Le maire de Nanterre a également pris la parole et bien sûr la mère de Nahel qui n'a pas fait de discours politique mais a préféré un discours centré sur l'émotion et sur la description de son quotidien depuis maintenant 2 ans. Elle dit passer beaucoup de moments sur la tombe de son fils, se recueillir et attendre beaucoup de la justice. Et puis il y a eu cette prise de parole de la part d'Assa Traoré qui parle d'un moment, d'une rencontre douloureuse, mais il faut que justice soit faite. Je cite, un enfant a pris une balle dans son cœur. On sait qu'il y a du racisme au sein des institutions, du système. Assa Traoré qui dénonce des mensonges concernant le jour de la mort de Nahel et pointe une responsabilité de l'État lors des différentes prises de parole. Il y a eu également des dénonciations d'un manquement et d'un mauvais traitement médiatique concernant les émeutes, concernant aussi le portrait qui a été fait dans les médias de Nahel. Les proches de Nahel regrettent que l'on parle de lui comme un délinquant. Un rassemblement qui donc se termine avec un moment religieux et ensuite tout le monde est invité à partager un barbecue de l'amitié. Rassemblement donc à Nanterre pour Nahel Louis de Ragnel. Une centaine de personnes, c'est peu. C'est peu, mais il y a des détails qui sont intéressants. Dans ce que vient de dire notre journaliste. Exactement, parce que figurez-vous, depuis le début de ce rassemblement, je me disais, en fait, ça ressemble étrangement dans les mots d'ordre, dans les appels, les slogans, aux manifestations qui avaient eu lieu après la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, je crois que c'était en 2015 de mémoire. Et en réalité, vous avez exactement les mêmes slogans. Et derrière la justice, ils disent on veut la justice, mais la justice, ils ont eu plus que la justice. Vous avez le policier qui a été mis en cause, qui a fait de la détention provisoire. Il est mis en cause pour meurtre et il va y avoir bientôt l'ouverture d'un procès pour meurtre. Vous avez le président de la République qui a pris parti, en dépit de la présomption d'innocence à l'époque, contre le policier. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent avoir. La justice, ils l'ont pour l'instant largement eu par rapport au cours classique et habituel d'une affaire judiciaire de cette nature. Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a pas à attendre de la justice puisqu'elle va avoir lieu et voilà. Donc en réalité, s'ils ne veulent pas la justice, en réalité, ils veulent la vengeance. Et dans les mots d'ordre, et c'est exactement la même chose. Il y avait vraiment un parallélisme absolument parfait avec ce qui s'était passé avec Adama Traoré, où ils avaient essayé d'en faire un mouvement médiatique, puis un mouvement politique. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'était joint aux manifestations et c'est vraiment via la France insoumise de l'époque qu'il y avait eu un retentissement à l'époque qui était extrêmement fort. Je rappelle simplement quand même, parce que donc on voit que Assa Traoré était présente, au moment où les manifestants pour Adama Traoré réclamaient la justice, ils détournaient un bus de la RATP qu'ils avaient transformé en bélier pour exploser les grilles de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Ils avaient tenté d'abattre un hélicoptère de la gendarmerie en l'air, et j'en passe, et voilà, et avec une famille Traoré qui était, ils avaient sur la fratrie, je crois qu'il y avait 7 frères sur 8 qui avaient tous un passé pénal, avec un CV judiciaire long comme le bras. Donc, pour revenir à Nahel, évidemment, la maman,
la souffrance d'une mère, c'est épouvantable quand elle perd son fils. Évidemment. Mais il faut aussi rappeler quand même un certain nombre de choses. Naël a commis plusieurs refus d'obtempérer. Il avait été pris en chasse, enfin, il avait été interpellé par les policiers précisément en raison de ses précédents refus d'obtempérer. Et donc, il s'était mis en infraction. Et donc, les policiers étaient obligés d'intervenir. Et ensuite, il y a eu quand même toutes les émeutes dont on a beaucoup parlé, des émeutes inédites. Et pour la première fois en France, on a demandé à des unités comme le RAID, le GIGN et la BRI de sortir avec des camions blindés, avec des moyens blindés, pour faire du rétablissement de l'ordre de haut du spectre. Le GIGN, le RAID et la BRI ne sont pas faites pour ça. Et il y avait un tel niveau d'urgence sécuritaire que les autorités politiques de l'époque n'avaient eu d'autre choix que de prendre ces décisions-là. Alors, on marque une nouvelle pause sur Europe 1 sur CNews et on poursuit nos échanges dans quelques instants. À tout de suite. 18h41, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Week-end. Toujours à mes côtés, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, Michel Auboin, Nathan Dever et Johan Usaï. On parlait de la mort de Naël. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, très précisément. La France s'embrasait. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui a été fait pour éviter de telles émeutes? On peut légitimement se poser des questions. On va se la poser juste après. On voit tout ça avec Maxime Leguet. Réparer les quartiers, rétablir la République. Voilà le titre et l'objectif de cette note produite par le député Vincent Jeanbrun qui intervient 2 ans après les violentes émeutes qui ont émaillé la France. Dans ce rapport, le député Les Républicains formule toute une série de propositions avec un premier pilier axé sur la sécurité et la justice et qui préconise de généraliser la police municipale et renforcer ses pouvoirs, abaisser la majorité pénale à 16 ans ou encore élire désormais démocratiquement les juges pour les rendre davantage responsables. Pour Vincent Jeanbrun, rétablir la République, cela passe aussi par un changement de la politique d'aménagement du territoire et du logement. Il prône alors la fin du logement social à vie, limiter le pourcentage de logements sociaux à 30% dans chaque commune ou encore exclure du parc social les familles de délinquants. Enfin, le maire de La Haye-les-Roses propose également de refaire de l'école le creuset de la République. Il est favorable au port de l'uniforme obligatoire pour tous à l'école, la création d'un pass mérite républicain pour récompenser les élèves les plus travailleurs, ou encore d'un service civique professionnel obligatoire pour les jeunes sans emploi ni formation. Pour rappel, Vincent Jeanbrun a été directement visé par les émeutes de juin 2023. Une voiture bélier en feu avait été lancée contre son domicile et sa compagne, elle, avait été blessée. Ouais, Michel Auboin, Vincent Jeanbrun, c'était une des figures emblématiques de ces émeutes. Force est de constater qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait, quoi. Et que demain, tout peut redémarrer. Hein. Les mêmes conditions subsistent, donc évidemment, ça peut redémarrer n'importe quand. Ça peut redémarrer, on est d'accord. Il y a une unanimité sur ce plateau. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a maintenant 40 ans, une sociologue que le ministère de l'Intérieur avait employée, Angelina Peralva, avait titré son étude « Les émeutes de la mort ». Parce que le mécanisme était toujours le même, il suffit qu'un mort, ou même parfois une suspicion de mort dans un quartier, pour qu'aussitôt le quartier s'enflamme, et maintenant que l'ensemble des quartiers s'enflamment. Alors, juste pour dire sur ce qu'a fait M. Jeanbrun, lui, il est allé au-delà puisqu'il a commencé à réfléchir, on s'est rencontrés d'ailleurs, il a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Évidemment, quand on sait que le creuset de tout ça, c'est quand même toujours les mêmes quartiers dits de la politique de la ville, 1500 quartiers, 8 millions d'habitants à peu près, si on n'attaque pas cette question-là des quartiers politiques de la ville, si on continue de faire de la politique de la ville comme on la faisait il y a 30 ans, en y distribuant 10 milliards d'euros par an, on aura toujours le même type de problème. Donc on a une question de fond. On connaît à peu près aujourd'hui la façon de l'aborder. Ça sera très long. Ça ne sera pas très cher parce que malheureusement l'État n'a plus d'argent, donc on ne pourra plus. Donc ça sera très long. Ça c'est fait. Mais avec quelques outils juridiques, on doit pouvoir améliorer les choses. Johan Usaï. Oui, les propositions de Vincent Jeanbrun, très bien. Il y a sans doute de très bonnes propositions, mais il n'y a rien sur l'immigration. Non, mais c'est quand même dingue, non? Parce qu'on est quand même obligé de dire qu'un grand nombre d'émeutiers n'étaient ni des Kevin ni des Matteo. Un grand nombre d'émeutiers faisaient partie de ce qu'on appelle la 2e, 3e génération des descendants d'immigrés, mais qui sont français comme vous et moi. Seulement, le problème, c'est qu'ils n'aiment pas la France. Bon. Donc, quand on fait ce constat-là,
on est quand même... La logique voudrait qu'on se dise, bon, puisqu'on a un problème, on n'a plus réussi à assimiler, on n'a plus réussi à intégrer, donc on va fermer les vannes. D'abord, la première chose à faire, c'est ça. C'est de se dire, puisqu'on a trop accueilli, donc quand on accueille trop, on accueille mal, et le résultat est celui-là. Donc on coupe les vannes. On aurait dû se dire ça dès 2005 d'ailleurs. Bien non, on a fait l'inverse. Depuis 2007, on n'a jamais autant accueilli. Emmanuel Macron est le président de la République qui aura le plus accueilli. Contrairement à la volonté des Français, par ailleurs. Et nos sondages le montrent. Hein. Donc, on marche complètement sur la tête. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à chaque mort, il y a la crainte de débordement, d'émeutes. Mais c'est même pas à chaque mort. C'est à chaque prétexte. Là, en l'occurrence, c'était la mort de Nahel, mais le 14 juillet est un prétexte, le 31 décembre est un prétexte pour les émeutiers, qui, encore une fois, n'aiment pas la France. Le problème est celui-là. Et on a refusé de regarder le problème en face. Du coup, on a refusé de le régler. Au contraire, on l'a amplifié. Véronique Jacquier. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Yohann Usaï, on a effectivement affaire à une génération qui n'aime pas la France. Et qui ne comprend, à mon avis, que le rapport de force. C'est-à-dire que, voilà, ils sont passés à travers les mailles des filets des ambitions éducatives, de la réponse sécuritaire, de la réponse pénale. Ils ont face à eux un État qui est laxiste, donc ils cherchent finalement aussi des limites. Hein. Ils cherchent peut-être un patron dans le face-à-face, comme disait Gérard Collomb, parce que nous sommes arrivés à cette époque du face-à-face. Il avait raison, Gérard Collomb. Il n'était pas trompé dans son analyse. Il avait raison, nous sommes entrés dans cette ère du face-à-face. Et en plus, il y a eu un tremblement de terre il y a 2 ans, mais il y en avait déjà eu un en 2005, donc ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, qui se couple à ce qu'on appelle une partition du territoire, à travers, là encore, la problématique des territoires perdus de la République. Et on a vu là qu'il y a de plus en plus de répliques de ce séisme qui est quelque part originel à une population, effectivement, qui, là encore, ne veut pas respecter l'amour de notre pays et qui s'inscrit comme dans une contre-société. Donc, une fois qu'on partage ce diagnostic, on se rend compte que malheureusement, la classe politique, dans sa réponse, est très faible. Et il me semble, moi, qu'il est temps maintenant d'agir la manière forte, même si ça peut paraître un petit peu osé. Mais certains spécialistes de la sécurité le disent, un jour, on sera obligé d'en arriver là, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est-à-dire d'instaurer un état d'urgence sécuritaire dans certains quartiers, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que l'État reprenne ses droits dans ces quartiers, dise l'État est maître, nous sommes les patrons, nous arrivons, cage d'escalier par cage d'escalier, on reprend le pouvoir. Alors pour l'instant, ce n'est pas d'actualité parce qu'on a peur effectivement d'un affrontement. Là, on est face à face, mais on a peur. Mais ce qui est terrible, Véronique, c'est que les Français en ont marre des constats. Les constats, on les fait. Voilà. C'est pour ça que je pense que il est urgent de trouver des solutions et d'affaires. Veulent un certain passage à l'action, je pense, mais peut-être que mon avis n'est pas partagé. Oui, Michel Auboin. L'avis est partagé, simplement. C'est le courage aussi. Que c'est tout le cadre juridique qui est pas adapté, et au-dessus du cadre juridique, il y a. Mais qui aura le courage de bouleverser le cadre juridique, Michel Auboin ? Qui aura le courage ? La question, Michel Auboin, c'est veut-on l'adapter, ce cadre juridique ? Je pense qu'on va être obligé, parce que moi, je n'étais pas pour une révision de la Constitution, mais au vu des dernières décisions du Conseil constitutionnel, je pense qu'à un certain moment, on va être obligé de réviser la Constitution, parce que si on n'a pas ce cadre-là, on ne pourra rien faire. Là, actuellement... Là, on voit que toutes les décisions du Conseil constitutionnel ne vont pas dans le bon sens. Donc, parce qu'ils ont inventé à l'intérieur du bloc de constitutionnalité, notamment la prise en compte, par exemple, de l'ordonnance de 45 sur les mineurs, qui n'y était pas. Donc, je veux dire, si on les laisse faire, à la fin, c'est sûr, on ne pourra plus jamais rien faire. On n'a déjà plus d'incrimination de violence collective. Un jeune est pris dans une violence collective, il ne peut pas être puni parce qu'il est juste un élément de la violence collective. Bien sûr. On a supprimé ça il y a déjà une quarantaine d'années. On n'a plus aucun élément. Donc ça sert même à rien d'aller faire les cages d'escalier si de toute façon à la fin on peut punir personne. Quoi. Très rapidement, Louis de Ragnel, je voudrais qu'on termine par une page internationale parce que Donald Trump a fait quelques déclarations et j'aimerais vous faire agir, mais très rapidement. Non, pardon. Non, mais je rebondissais sur ce que disait Michel Auboin. Le problème, en fait, c'est que dès que si vous mettez en place une petite mesure, en réalité, elle est immédiatement cassée. Je vous prends un exemple. Dans ce que préconise Vincent Jeanbrun, il y a la possibilité de sortir les gens de logements sociaux, d'expulser des personnes de leur logement. Eh bien, en fait, aujourd'hui, dans la loi, vous avez une obligation de relogement. Donc, vous voyez, je vous prends ce mini-exemple qui montre que sur tous les sujets, effectivement, on va être obligé de changer la Constitution, parce qu'en plus, tout ça s'inscrit dans un cadre... la volonté. Mais
Non mais je suis d'accord avec vous. Mais quand vous voyez, il faudrait déjà que les droites réussissent à s'entendre à l'Assemblée nationale, au Sénat, enfin surtout à l'Assemblée nationale, sur un certain nombre de textes sur lesquels ils sont d'accord normalement, mais en fait en raison de chamailleries, souvent il y a une discordance et donc ils votent pas tous dans le même sens. Mais après, le sujet, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement complexe. Alors je sais que c'est un discours qui est insupportable à entendre, mais c'est pas si simple que ça. De reprendre la main d'un point de vue juridique, réglementaire. C'est pas juste un politique qui va être élu, qui va dire ah bah avec moi demain ça changera. Non, parce qu'en fait on est lié à un tas d'accords, on est lié à du droit, on est lié à un système politique, administratif français qui fonctionne comme ça depuis 50 ans. Donc voilà, pour changer de braquet, il faut vraiment tout revoir du sol au plafond. Et il faut surtout une vision. Et surtout une vision. Rapidement, Nathan. Et une petite remarque qu'on peut aussi placer dans l'histoire de France, même si elle se répète jamais à l'identique. Il ne faut pas oublier qu'on parle de territoire perdu de la République, mais qu'au XIXe siècle, alors on n'était pas en République, mais il y avait des territoires qui étaient perdus pour l'ordre public. Et ces territoires, ce n'était pas tellement les banlieues, c'était l'actuel Paris intramuros, qui était à la fois... pendant très longtemps, qui est resté très tard, un coupe-gorge. Et puis c'était surtout un lieu d'insurrection, d'émeutes, politiques, pas politiques, etc. Il y a quelqu'un qui s'appelait Napoléon III, qui a eu cette vision-là, de se dire si on veut mettre un terme. Alors, c'était pas un grand démocrate, et il voulait empêcher aussi des soulèvements démocratiques, donc je ne le cite pas en exemple, mais ce qu'il a fait est intéressant. Si on veut mettre un terme à ce qui se passe et à ce climat de poudrière, et c'était pas dans du misérabilisme qu'il réfléchissait, et c'était pas un grand misérabiliste. Il s'est dit, il faut repenser l'urbanisme de certaines parties de Paris, et donc il a fait reconstruire Paris de zéro. Il a rasé Paris. À l'époque, on le traitait de criminel. Victor Hugo était furieux pour ça, de raser le Paris médiéval. Haussmann, toute la Troisième République reprend cette démarche-là, et résultat, les phénomènes d'insécurité qui existaient au début du 19e siècle et surtout d'insurrection n'existaient plus à la fin. Un paramètre en moins. Il y a eu la commune à la fin, quand même. Il y a eu la commune à la fin, oui. Et un paramètre en moins, l'immigration, qui n'est pas un tout petit Les amis, je voudrais